Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi, en ouvrant n'importe quel document juridique, qu'il s'agisse d'un contrat de crédit, d'un accord de licence ou du texte d'une nouvelle loi, vous heurtez comme un mur invisible? Vous êtes une personne lettrée, vous avez étudié à l'école, peut-être terminé l'université, vous savez lire et écrire, mais ce texte vous semble un ensemble insignifiant de mots. Les phrases sont enroulées en spirale contre nature. Les propositions sont infinies et le sens s'échappe comme l'eau entre les doigts. Nous avons l'habitude de penser que cela est fait pour la précision des formulations, pour notre propre bien, afin d'exclure toute interprétation ambiguë. On nous dit que le langage juridique est complexe parce que la vie est complexe. Mais que se passerait-il si je vous disais que c'est le mensonge le plus massif et audacieux de l'histoire de l'humanité? Et si cette complexité n'était pas un effet secondaire, mais la principale objectif en soi? Vous ne remarquez même pas comment vous payez pour cela de votre temps, de vos biens et de votre libre arbitre chaque jour que Dieu fait. Soyons honnêtes, quand avez-vous lu pour la dernière fois un accord utilisateur avant de cliquer sur le bouton « Accepter » ? Jamais. Personne ne le fait. Le système compte précisément là-dessus. À quel moment avons-nous cédé le droit de décider de notre destin à des gens qui écrivent dans une langue que nous ne comprenons pas, bien qu'elle soit composée de mots qui nous semblent familiers? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une bêtise bureaucratique. On ne l'enseigne pas à l'école parce que si on l'enseignait, le château de cartes de la civilisation moderne s'effondrerait en 3 jours. Nous avons affaire à un mécanisme parfaitement rodé de pièges verbal, construit au fil des siècles. Et pour comprendre comment il fonctionne, il faut abandonner l'illusion que les lois sont écrites pour les gens. Les lois sont écrites pour gérer les ressources. Et la ressource, c'est vous. Le secret qui est à la surface est si grand qu'il est impossible de le voir en face. Il réside dans la linguistique, dans la substitution de concepts. Vous pensez que vous parlez russe, anglais ou français, mais au tribunal ou à l'inspection fiscale, on vous parle dans une autre langue qui sonne simplement pareil. C'est la langue légale, ou comme l'appellent les chercheurs, le légalise. Dans cette langue, les mots ordinaires ont une signification complètement différente, souvent opposée. C'est comme un sortilège magique. Si vous ne connaissez pas la vraie signification d'un mot, vous acceptez automatiquement des conditions serviles. Prenons par exemple le mot « personne ». Dans la vie ordinaire, c'est la partie avant de la tête humaine. Mais dans le domaine juridique, dans le domaine du légalise, personne ou persona n'est pas du tout un être de chair et de sang. C'est un masque. Dans la Rome antique, les acteurs portaient des masques appelés personas, pour que leur voix porte plus loin dans l'amphithéâtre. Persona, à travers le son. Le système juridique ne vous voit pas comme un homme vivant ou une femme vivante. Il ne voit que votre masque, votre doublure de papier, votre reflet numérique. Et toutes les lois, tous les impôts, toutes les amendes sont émis non pas à votre nom en tant que vivant, mais à cette persona. Mais c'est vous qui payez les factures de cette persona, avec votre travail réel et votre temps, simplement parce qu'on vous a convaincu que vous et ce bout de papier est une seule et même chose. Rappelez-vous comment votre nom et prénom sont écrits sur votre passeport ou votre permis de conduire. Dans la plupart des pays du monde, ils sont écrits exclusivement en majuscules. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Pourquoi à l'école, on nous apprend à ne mettre une majuscule qu'au début du prénom, alors que dans les documents, votre nom vous hurle en caps lock? Dans le droit romain, existait le concept de capitis diminutio, diminution des droits. L'écriture du nom entièrement en majuscule signifiait capitis diminutio maxima, la perte maximale des droits, un statut proche de l'esclavage, quand une personne était privée de ses libertés civiles et devenait une chose. Bien sûr, les juristes vous diront que c'est simplement pour la commodité de la lecture machine.
Mais le système des symboles fonctionne sans faille depuis des siècles. Les majuscules transforment le nom d'une personne vivante en nom de corporation, de firme, de cargaison. Dès l'obtention du premier document, vous acceptez volontairement, bien que par ignorance, le rôle de tuteur de cette corporation portant votre nom. Vous devenez le directeur général de la firme Ivan Ivanovitch Vanov et assumez la pleine responsabilité matérielle de toutes ses dettes, alors que la firme elle-même n'est qu'une inscription dans un registre. Cela ressemble à une théorie du complot folle, tant que vous ne commencez pas à examiner les dates et les documents. Tout cela n'a pas commencé hier. Les fondations de ce piège ont été posées il y a très longtemps, quand le droit maritime a commencé à supplanter le droit naturel. Le droit naturel dit « ne vole pas, ne tue pas, ne cause pas de tort ». Il est compréhensible pour n'importe quel enfant. Le droit maritime, ou droit d'amirauté, est le droit du commerce, le droit du négoce, le droit du déplacement de cargaison par voie d'eau. En mer, il n'y a pas de liberté. En mer, il y a un capitaine et la subordination. En mer, il y a la cargaison et sa valeur. Petit à petit, pas à pas, les principes du droit maritime ont été transposés sur la terre ferme. On nous a tous transformés en navires marchands naviguant dans la mer du commerce. Regardez la terminologie utilisée par les banques et les tribunaux, surtout en anglais, qui est devenu le donneur pour le système financier mondial, mais ces calques existent dans de nombreuses langues. Pourquoi appelle-t-on l'argent devise? Du mot courant, flux. Pourquoi parle-t-on de liquidité? Du mot liquide. Pourquoi, quand nous venons au tribunal, nous place-t-on en dock, endroit pour l'amarrage des navires? Pourquoi utilisons-nous le terme de circulation civile? Parce qu'à partir du point de vue du système, nous ne sommes pas des habitants de la Terre, nous sommes des sujets dans la mer du commerce. Et cette mer ne nous appartient pas. Un des moments clés, quand le piège a commencé à se refermer vraiment durement, s'est produit au XVIIe siècle. En 1666, à Londres, a eu lieu le grand incendie. Presque toute la ville a brûlé, les archives, les documents. Il était impossible d'identifier les gens. C'est précisément alors qu'a été adopté l'acte connu sous le nom de Sestui Kevi. Selon cet acte, tous ceux qui ne se sont pas déclarés comme vivants étaient considérés comme disparus sans trace ou morts en mer, et leurs propriétés passaient en gestion fiduciaire à l'État. En substance, c'est une présomption de mort. Si vous ne prouvez pas que vous êtes vivant, le système vous considère comme mort et gère votre propriété, votre corps et votre énergie comme tuteur. Vous pensez que c'est une histoire ancienne? Mais ce principe n'a pas disparu. Il a servi de base à la création de ces mams persona, fictions juridiques dont nous nous servons aujourd'hui. Votre acte de naissance n'est pas un certificat attestant qu'un être humain est venu au monde. C'est un papier de valeur, une obligation, créée au nom de la persona, qui tombe immédiatement dans le registre des actifs de l'État. Vous, en tant que personne vivante, n'appartenez pas à l'État, c'est impossible. Mais votre persona lui appartient entièrement et complètement. Et par l'identification de vous-même à cette persona, vous tombez sous juridiction qui autrement n'aurait aucune autorité sur vous. Qui a décidé que vous êtes obligé de payer une taxe pour le fait que vous vivez simplement dans votre maison? Qui a décidé que vous devez obtenir une permission pour pêcher ou collecter la pluie? C'est absurde du point de vue du droit naturel. Mais du point de vue du règlement commercial, où vous êtes un employé de la corporation, c'est logique. L'employé doit payer pour l'utilisation de l'inventaire. Nous vivons dans un monde où les mots sont devenus des barreaux de prison. Plus nous plongeons profondément dans l'analyse, plus le tableau devient terrifiant. Ce n'est pas simplement de la bureaucratie. C'est une prise de contrôle de la réalité par la substitution du dictionnaire. On nous a forcés à oublier qui nous sommes et à jouer selon des règles écrites par des tricheurs. Et le plus génial dans ce schéma, c'est que le geôlier, c'est vous-même.
Vous signez vous-même, vous acceptez vous-même, vous portez vous-même vos ressources. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Plus loin, nous irons là où les chiffres et les dates commencent à s'assembler en un motif effrayant de synchronisation globale. Si vous pensez que le schéma décrit ci-dessus avec les personas et les masques est simplement un cas juridique local ou un vestige du passé, regardez la carte du monde du début du XXe siècle. Et vous verrez quelque chose qui vous glace le sang. Nous avons l'habitude d'apprendre l'histoire comme un ensemble d'événements disparates. Ici une guerre, là une révolution, ici une crise économique. Mais si on enlève le bruit politique et qu'on regarde seulement le mouvement des actes législatifs et des réformes bancaires, vous verrez une synchronie effrayante. Comme si quelqu'un d'invisible dirigeait un orchestre, introduisant les mêmes règles dans différents coins de la planète, avec une différence de seulement quelques années, et parfois des mois. Regardons le monde. Avant. Encore à la fin du XIXe siècle, les relations entre l'homme et l'État étaient fondamentalement différentes. L'homme possédait le droit à la terre, le droit aux armes, le droit à la libre circulation sans papier. L'argent était de l'argent, or et argent, ayant une valeur intrinsèque. Vous pouviez échanger un billet contre un vrai morceau de métal précieux. C'était une époque où le mot « liberté » avait encore un poids physique. Et puis a commencé la grande substitution. La date clé de cette opération globale est l'année 1913. C'est précisément alors qu'aux États-Unis d'Amérique a été créé le système de la Réserve fédérale. Une affaire privée a obtenu le monopole sur l'impression de l'argent d'État. On pourrait se dire, quel rapport avec le reste du monde? Mais ce moment précis est devenu le point de départ de la création d'une toile financière globale. Presque simultanément en Europe, commencent à être créées ou réformées des banques centrales sur le même modèle. L'essence du modèle est simple. L'argent n'appartient plus au peuple ou à l'État. L'argent, c'est la dette. Chaque billet imprimé est une reconnaissance de dette que la société doit rembourser avec intérêt. Mais pour que ce système fonctionne, il fallait changer le statut de l'homme lui-même. Il fallait le transformer d'un créateur libre en ressources gérées. Et ici, nous revenons à nouveau au langage. Remarquez comment, au XXe siècle, est introduit universellement le concept de enregistrement. Enregistrement de naissance, enregistrement de mariage, enregistrement de biens, enregistrement de véhicules automobiles. Le mot enregistrement vient du latin rex, regis, roi. Dans le droit féodal, inscrire quelque chose dans le registre du roi signifiait transférer le droit de propriété à la couronne. Décomposons cela sur l'exemple de l'automobile. Vous achetez une voiture avec l'argent gagné. Vous pensez qu'elle est à vous. Mais ensuite, vous allez l'enregistrer. À ce moment précis, vous transférez à l'État ce qu'on appelle le titre légal, legal title, sur l'automobile, et vous vous réservez seulement le droit d'usage et l'honorable devoir de payer les taxes, les amendes et les assurances. Si la voiture était vraiment votre propriété, personne ne pourrait l'évacuer ou la saisir pour non-paiement d'une amende sans un processus judiciaire extrêmement complexe d'expropriation de la propriété privée. Mais puisque vous l'avez vous-même volontairement enregistré, vous avez reconnu que le propriétaire suprême est l'État via le registre, et que vous n'êtes qu'un détenteur temporaire. Une substitution encore plus cynique a eu lieu avec le droit à la circulation. Rappelez-vous, dans toutes les constitutions du monde est inscrit le droit à la libre circulation. C'est un droit fondamental de l'homme. Mais essayez aujourd'hui de rouler sur une route sans permis de conduire, driver's license. On vous amendera ou vous arrêtera. Comment est-ce arrivé? Le piège réside dans les mots conducteur, driver, et véhicule, vehicle. Dans les dictionnaires juridiques utilisés par les tribunaux, par exemple le célèbre dictionnaire de Black, le terme driver signifie celui qui s'occupe du transport commercial de marchandises ou de passagers. Véhicule
est un mécanisme utilisé dans le commerce. Quand vous obtenez le permis, vous signez un contrat dans lequel vous vous reconnaissez comme conducteur, c'est-à-dire personne exerçant une activité commerciale sur les routes publiques. Et l'activité commerciale est soumise à licence. Vous comprenez le tour? Si vous êtes simplement un homme allant rendre visite à sa grand-mère avec sa charrette, vous avez le droit de vous déplacer. Les droits ne requièrent pas de licence. Mais dès que vous avez accepté d'être appelé conducteur, votre droit s'est transformé en privilège qui vous a été gracieusement accordé et qui peut vous être retiré à tout moment. Le système a substitué voyage par conduite et propriété par véhicule. Et vous, ignorant les définitions, avez vous-même passé cet attelage autour de votre cou. Ce schéma a été introduit partout dans les années 30 du XXe siècle. La période de la Grande Dépression et des perturbations suivantes a été utilisée pour déclarer les États en faillite. En 1933 aux États-Unis d'Amérique, et ensuite dans d'autres pays, a eu lieu la confiscation effective de l'or auprès de la population. Il a été interdit aux gens de posséder de l'argent véritable, remplacé par des billets de papier. Mais le principal, les États, en déclarant la faillite, ont mis en gage leurs citoyens comme garantie de la dette envers les banquiers internationaux. C'est précisément alors, au milieu des années 30, que dans presque tous les pays est introduite la passeportisation obligatoire et un comptage strict des naissances à travers des certificats qui ressemblent à des reçus d'entrepôt. Avant cela, les gens vivaient des siècles sans passeport interne. Désormais, une personne sans papier n'est rien. Est introduit le concept de résident. Qui est un résident? Ce n'est pas simplement un habitant. Au sens juridique, un résident est celui qui se trouve sur le territoire temporairement ou pour affaires, se soumettant aux règles locales de commerce. On nous a tous fait résidents temporaires sur notre propre terre. La synchronie de l'introduction de ces mesures est stupéfiante. Les codes régissant le commerce et les droits civils ont été unifiés. Dans les années 50, aux États-Unis d'Amérique, est adopté l'Uniform Commercial Code, UCC, Uniform Commercial Code, dont les principes sont devenus de facto le standard mondial. C'est la Bible du monde commercial. Selon lui, toutes les interactions entre personnes sont des transactions. Et si vous n'avez pas réfuté la présomption que vous agissez comme une corporation, le tribunal vous juge automatiquement selon les lois du commerce, et non selon les lois de justice ou la Constitution. Nous voyons comment le monde avant, monde de la propriété privée, de l'argent or et des droits naturels, a été démonté en seulement 40 ans, de 1913 à 1953. Il a été remplacé par le monde après, monde des licences, des permissions, de la monnaie fiat et de l'esclavage par la dette. Et cela a été fait non par les armes, mais par la plume. Les lois ont été réécrites de telle sorte que nous, sans le savoir, avons renoncé au statut de bénéficiaire des ressources terrestres et accepté le statut de garant de dettes d'autrui. Notez, on ne vous interdit pas de vivre. On vous vend simplement le droit à la vie à crédit. Licence de pêche, bien que le poisson dans la rivière ne soit à personne, taxe foncière, location de sa propre maison à l'État, permis de construire, permission de planter un clou sur sa propre terre. Tout cela est des éléments d'un seul puzzle, d'un système qui a transformé la planète en supermarché, où nous sommes à la fois acheteurs et marchandises. Mais pour que cette machine fonctionne éternellement, il fallait une pompe économique qui ne s'arrête jamais. Et de ce mécanisme d'extraction de la force vitale, nous parlerons plus loin. Vous le ressentez chaque fois que vous recevez votre salaire. Vous travaillez plus que vos parents. Vous avez plus de technologies qui devraient économiser du temps, mais l'argent manque toujours. Les prix augmentent plus vite que vous ne clignez des yeux, et les économies fondent comme la glace au soleil. Vous pensez que c'est l'économie? Non, c'est de l'ingénierie. C'est une pauvreté conçue.
Le système que nous avons décrit dans les parties précédentes, avec la substitution des noms et la création de masques juridiques, serait inutile sans l'instrument principal de coercition. Cet instrument, c'est l'argent, ou plus précisément, ce qui a remplacé l'argent. Revenons au 15 août 1971. Ce jour-là, le président des États-Unis d'Amérique, Richard Nixon, a annoncé la suspension temporaire de la convertibilité du dollar en or. Ce temporaire dure encore aujourd'hui. À ce moment précis a eu lieu le plus grand vol de l'histoire de la civilisation. Avant 71, chaque billet dans votre poche était adossé à un actif réel. Après cette date, l'argent s'est transformé en monnaie fiat, papier dont la valeur repose exclusivement sur la foi en l'État et l'obligation de l'utiliser. Mais qu'est-ce que cela signifie pour votre liberté? Cela signifie que l'État et les banques ont obtenu la possibilité d'imprimer de la richesse à partir de rien, tandis que vous devez dépenser votre vie pour gagner cette richesse. C'est ici que réside le mécanisme le plus cynique du piège. Quand une banque vous accorde un prêt hypothécaire ou un crédit, elle ne vous donne pas l'argent de ses déposants. C'est un mythe en lequel croient même les employés des banques eux-mêmes. Au moment où vous signez le contrat de crédit, la banque crée cet argent ex nihilo. Votre signature, c'est elle qui crée l'argent. Votre obligation de travailler les 20 années suivantes, c'est cet actif sous lequel la banque inscrit des chiffres sur son écran. Vous avez créé de la valeur par votre signature. La banque l'a monétisée, puis vous a prêté ces mêmes chiffres à intérêt. Vous payez des intérêts pour utiliser votre propre argent, que la banque a simplement légalisé par sa comptabilité. Cela s'appelle la réserve fractionnaire bancaire. Mais en substance, c'est de la contrefaçon légalisée, accessible uniquement aux corporations élues. Rappelez-vous, nous avons parlé de la faillite des États dans les années 30. Quand un pays fait faillite, qui paie ses dettes? Les citoyens. Mais pas les personnes vivantes. Ces mêmes personnages juridiques dont nous avons parlé dans la première partie. Votre acte de naissance n'est pas simplement un papier. Dans les cercles financiers existe une théorie, étayée par de nombreuses preuves indirectes et bizarreries dans la forme des documents, selon laquelle l'acte de naissance est une obligation. Un compte en fiducie y est ouvert. Dès votre naissance, l'État, sachant qu'une personne moyenne produira sur sa vie une certaine somme de biens et services, émet des titres de valeur à votre nom. Vous êtes la garantie. Votre énergie future, votre sueur et votre sang sont vendus d'avance aux créanciers internationaux. Essayez de trouver sur votre acte de naissance ou sur d'autres documents d'État des numéros ressemblant à des codes bancaires. Dans certains pays, ils coïncident avec le format des codes CUSIP, utilisés sur les bourses pour suivre les titres de valeur. Cela semble incroyable, mais la logique du système est impeccable. Si l'État est une corporation, et tous les États sont enregistrés dans des registres internationaux comme des structures d'entreprise, alors les citoyens sont son capital social, sa ressource humaine. Et cette ressource doit rapporter des dividendes. C'est précisément pourquoi le système fiscal est si astucieusement conçu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'impôt s'appelle impôt sur le revenu, income tax? Dans le dictionnaire juridique, revenu, income, est le profit d'une activité corporative. Si vous êtes une personne vivante et échangez votre temps et votre travail contre de l'argent, c'est un échange équivalent. Il n'y a pas de profit ici. Vous avez donné 8 heures de vie et reçu l'équivalent. Mais puisque vous agissez au nom de votre persona corporation, le système considère votre salaire comme un profit corporatif, dont il faut donner une part au fondateur, l'État. Vous remplissez volontairement les déclarations, confirmant que vous n'êtes pas une personne échangeant du travail, mais un employé de la corporation, votre nom, recevant un profit imposable. Il y a encore un aspect effrayant qui est généralement passé sous silence. C'est le concept de paiement contre décharge de dette.
en 1933 aux États-Unis d'Amérique, a été adoptée la résolution conjointe de la Chambre des représentants numéro 192, HJR 192. Son essence est que puisque l'or a été confisqué, exiger le paiement de la dette en vraie monnaie est devenu illégal. Désormais, les dettes ne peuvent être que déchargées, discharge, en transférant les obligations de dette plus loin. Quand vous payez un café avec un billet, vous ne payez pas définitivement. Vous transférez à la cafétéria une reconnaissance de dette de la banque d'État. La dette ne disparaît pas, elle change simplement de propriétaire. Nous jouons tous à la patate chaude avec des obligations de dette et personne ne peut jamais s'acquitter complètement, parce qu'il n'y a pas d'argent réel dans le système pour un règlement final. Nous sommes des débiteurs éternels par définition. À qui cela profite? À ceux qui sont à la machine à imprimer et à ceux qui écrivent les règles du jeu. L'inflation n'est pas une catastrophe naturelle. C'est un impôt caché qui n'a pas besoin d'être approuvé au Parlement. En imprimant de nouveaux trillions, il dilue la valeur de l'argent qui est dans votre poche. Tous les 10 ans, vos économies sont réduites de moitié, sans aucun décret de confiscation. C'est le crime parfait. La victime ne comprend même pas qui et quand c'est glissé dans sa poche. Toute la modèle économique est construite pour vous maintenir en état de déficit. Si les gens avaient des ressources et du temps, ils commenceraient à poser des questions. Ils commenceraient à lire les lois. Ils commenceraient à se rappeler qui ils sont. C'est pourquoi la roue doit tourner. Hypothèque, prêt auto, prêt étudiant, ce n'est pas une aide au développement. Ce sont des chaînes qui vous attachent à votre lieu de travail et vous font craindre de perdre la stabilité. On vous force à courir de plus en plus vite, simplement pour rester sur place. Mais le plus terrible ne se passe pas dans les banques. Le plus terrible se passe au moment où cette strandule financière se resserre avec le contrôle technologique. Nous approchons de la culmination de notre enquête. L'esclavage économique n'était qu'une préparation à ce qui se passe en ce moment même. Au moment où le piège se refermera définitivement et où en sortir ne sera pas simplement coûteux, mais physiquement impossible. Nous sommes arrivés à la chapitre la plus sombre de cette histoire. Si les étapes précédentes, création du masque juridique, introduction des licences et remplacement de l'argent par la dette, étaient la préparation, la construction des murs de la prison, alors maintenant nous observons l'installation des barreaux et des mécanismes de verrouillage. La fermeture de la cage ne se produit pas avec le bruit des portes de prison, mais avec le bip discret du scanner et la mise à jour de l'accord utilisateur que personne ne lit. Nous passons d'un monde où l'on nous contrôlait par l'économie à un monde où l'on nous contrôle par la biologie et l'accès aux biens de base. Regardez l'agenda mondial. Vous avez sûrement entendu la phrase « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Ce n'est pas un slogan aléatoire lancé dans l'air. C'est une déclaration juridique et économique du nouvel ordre mondial. Dans cette phrase est codée la fin de la propriété privée en tant que telle. Mais comment faire renoncer volontairement des milliards de personnes à leurs maisons, leurs voitures et leurs économies? La réponse réside dans la transformation de la nature même de la possession. On nous fait passer à un modèle d'abonnement. Rappelez-vous comment a changé le marché du logiciel. Avant, vous achetiez un disque avec le programme et il était à vous pour toujours. Maintenant, vous payez mensuellement pour le droit d'utiliser un service cloud. Si vous cessez de payer ou violez les règles de la communauté, on vous déconnecte. Maintenant, transposez ce modèle sur votre vie. Appartement, voiture, même réfrigérateur, tout cela dans un avenir proche et juridiquement déjà maintenant, cesse d'être un actif et devient un service. Et le service est fourni seulement aux utilisateurs qui ont un rating positif. C'est précisément ici qu'entrent en jeu les monnaies numériques des banques centrales, CBDC.
Ne les confondez pas avec les crypto-monnaies comme Bitcoin, qui a été créé comme un instrument de liberté et d'anonymat. Les CBDC sont l'exact opposé. Ce sont des monnaies programmables. Imaginez que votre salaire ne peut plus être mis sous le matelas. Ces jetons numériques peuvent avoir une date d'expiration. Non dépensés dans le mois, ils expirent. C'est l'outil idéal pour stimuler la consommation. Mais le plus terrifiant, c'est la coloration des monnaies. L'algorithme peut vous interdire d'acheter de la viande si vous avez épuisé votre quota d'émissions de carbone, ou refuser de vous vendre un billet de train si votre score social est trop bas. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une fonctionnalité intégrée dans l'architecture de l'euro numérique, du dollar et du yuan. L'argent se transforme en ticket de rationnement distribué par le geôlier. La fermeture de la cage se produit par la fusion de votre persona juridique et de votre corps biologique. Pendant longtemps, ils existaient séparément. Il y avait le papier dans le passeport et il y avait la personne vivante. Maintenant est créé un jumeau numérique. La biométrie, la reconnaissance faciale, les passeports génétiques, ce sont des outils qui attachent la strangule numérique directement à votre chair. Au sens juridique, cela signifie que votre corps devient porteur d'un numéro d'inventaire. Rappelez-vous les brevets sur les organismes génétiquement modifiés. La Cour suprême des États-Unis d'Amérique a statué que l'ADN synthétique peut être breveté. Si à un homme, on injecte un médicament qui modifie son code génétique ou ajoute des marqueurs synthétiques, ne devient-il pas, du point de vue du droit des brevets, partiellement propriété de la corporation titulaire du brevet? C'est une zone grise du droit, mais les avocats corporatifs y travaillent depuis longtemps. L'homme passe de bénéficiaire à actif au bilan. Le moment clé de cette transformation est la destruction de la compétence. Pour que la cage se referme, le prisonnier doit être impuissant. Regardez le système éducatif des 30 dernières années. Des programmes ont été systématiquement purgés de logique, de rhétorique et de compétences pratiques de survie. L'habitant urbain moderne ne sait pas cultiver de la nourriture, purifier de l'eau, construire un abri ou soigner des maladies simples sans pharmacie. Nous sommes devenus absolument dépendants du système de subsistance. Si demain l'électricité ou l'Internet est coupé, des millions de personnes se retrouveront en danger mortel, non pas à cause d'une catastrophe, mais à cause de leur propre impuissance. Cette infantilisation de la population n'est pas un hasard. C'est l'assurance du système contre la révolte. Pourquoi construire de hautes clôtures si les esclaves meurent de faim 3 jours après s'être échappés? La culmination de ce processus est le concept des villes intelligentes. Sur le papier, cela ressemble à un paradis de confort et de sécurité. En réalité, c'est un camp de concentration électronique, où chaque de vos mouvements, chaque souffle et chaque battement de cœur sont suivis par des capteurs. Dans une telle ville, il n'y a pas de vie privée, et donc pas de liberté. Les lois dans de telles zones seront exécutées automatiquement. Les smart contracts remplaceront les tribunaux. Si une caméra enregistre une infraction, l'amende sera débitée automatiquement. Si vous sortez de la zone d'accès, les portes se verrouilleront. La présomption d'innocence disparaît, parce que l'algorithme ne se trompe pas. Vous devenez simplement un ensemble de données dans le cloud, géré par l'intelligence artificielle. Rappelez-vous 2020, c'était la répétition générale. Le monde a vu combien il est facile, en utilisant la peur et les prescriptions médicales, d'arrêter l'économie, d'enfermer les gens chez eux et d'introduire des systèmes de passe numériques. Juridiquement, cela a été formalisé comme un état d'urgence. Mais en fait, c'était un test de contrôlabilité. Et l'humanité a échoué à ce test. Nous avons montré que nous sommes prêts à échanger la liberté contre l'illusion de sécurité au premier ordre. Les lois ont été réécrites à la va-vite, les constitutions ignorées, et la majorité a accepté cela sans rechigner. C'était le moment où le piège a cliqueté. Maintenant, nous sommes au seuil de ce qu'on appelle
la grande réinitialisation. Ce n'est pas simplement un terme économique, c'est l'annulation des anciens contrats sociaux. Les États en faillite effacent leurs dettes en transférant les actifs réels, terres, ressources, personnes, aux mains de corporations supranationales. Le concept de citoyen est remplacé par celui de utilisateur de la plateforme globale. Et l'utilisateur n'a pas de droit, il n'a que des conditions d'utilisation qui peuvent changer à tout moment. La cage s'est refermée, nous sommes dedans. Mais y a-t-il une sortie? La vérité la plus terrifiante ne réside pas dans le fait qu'il existe un complot de banquiers, ni dans le fait que les lois sont écrites exprès dans un langage confus. La vérité la plus terrifiante est que la cage dont nous avons parlé tout ce temps n'est pas verrouillée. La porte a toujours été ouverte. C'est nous qui la maintenons fermée de l'intérieur, agrippée à la poignée avec des doigts blanchis par l'effort. Toute cette gigantesque machine de contrôle, tous ces tribunaux, banques, corporations et services fiscaux reposent sur une seule et unique chose, votre consentement volontaire. En jurisprudence existe le principe consensus facit legem. Le consentement crée la loi. Sans votre consentement, exprimé explicitement ou par silence, le système n'a aucun pouvoir sur vous. Rappelez-vous comment fonctionne le vampire dans les anciennes légendes. Il ne peut entrer dans votre maison tant que vous ne l'y avez pas invité vous-même. La machine bureaucratique moderne fonctionne exactement de la même façon. Elle ne peut toucher une personne vivante dotée d'une volonté libre. Elle ne peut interagir qu'avec celui qui a volontairement accepté de jouer le rôle de persona, d'endosser le masque et d'accepter les règles du jeu. À chaque fois que vous recevez une lettre des impôts ou une citation à comparaître, ce n'est pas un ordre. Dans le monde du droit commercial, cela s'appelle une offre, proposition de conclure un contrat. Quand le juge vous demande « Comprenez-vous l'accusation ?», il ne s'intéresse pas à vos capacités cognitives. Dans le langage du légalise, le verbe « understand » signifie « stand under », se tenir sous, se soumettre. En répondant « oui », vous dites « je consens à me placer sous votre juridiction et à accepter vos règles ». Vous concluez un contrat oral, et à partir de ce moment, le piège se referme. Mais si vous savez qui vous êtes, si vous comprenez la différence entre vous, un homme vivant ou une femme vivante, et votre doublure de papier, personne physique, la magie se dissipe. Vous pouvez poliment refuser l'offre. Vous pouvez déclarer que vous n'êtes pas la personne à laquelle il s'adresse, mais le bénéficiaire est le fondateur du trust portant ce nom. Pour le système, c'est un bug du programme. Le juge, le procureur, la banque, tous sont des administrateurs de biens d'autrui. Ils ne peuvent juger une personne vivante parce que la personne est la source du pouvoir et eux ne sont que du personnel salarié. Ils ne peuvent juger que la persona, votre ombre corporative. Et toute leur tâche est de vous faire admettre « je suis cette ombre ». Dès que vous vous identifiez à votre passeport, vous perdez le statut de créateur et devenez une chose. C'est le principal tour de la matrice. On nous a convaincus que nous sommes nos documents, que sans papier, nous n'existons pas. Mais regardez-vous dans le miroir. Vous respirez, votre cœur bat, vous ressentez la douleur et la joie. Le document dans votre tiroir ne ressent rien. Alors qui de vous deux est réel? Nous vivons dans une décor. Tout ce monde complexe de lois, d'amendes et de licences est une superposition de fiction sur la réalité. Il y a la terre, il y a le ciel, il y a d'autres personnes. C'est la réalité. Et il y a les frontières, les numéros cadastraux, les juridictions et les statuts. C'est une fiction, existant seulement dans nos têtes et sur le papier. Nous avons convenu de croire en ces règles pour simplifier la vie. Mais les règles se sont transformées en religion, exigeant des sacrifices humains. Nous avons oublié que nous avons le droit d'annuler ces règles ou d'en créer de nouvelles. Cependant, la sortie de ce système exige du courage, dont la plupart d'entre nous manquent. La liberté,
Ce n'est pas simplement la possibilité de faire ce qu'on veut, c'est une responsabilité totale. Dans le système esclave-maître, l'esclave est malheureux, mais il est protégé. Le maître le nourrit, lui donne un toit et lui dit quoi faire. Si vous sortez du système, vous perdez cette protection. Vous ne pouvez plus compter sur la retraite, les allocations, la police qui protège votre persona. Vous devenez le capitaine de votre navire en plein océan pendant la tempête. Et si vous vous fracassez contre les rochers, il n'y a personne à blâmer. Beaucoup de ceux qui commencent à étudier ce sujet, les soi-disant citoyens souverains ou êtres vivants, commettent souvent l'erreur de penser que la connaissance de phrases juridiques magiques les délivrera de leurs dettes et problèmes. Non. Le système se défendra agressivement. Il utilisera la force, brisera à genoux, ignorera ses propres lois, pourvu qu'il n'y ait pas de précédent. Mais ceux qui vont jusqu'au bout, qui étudient le droit maritime, qui comprennent la structure des trusts et des lettres de change, deviennent vraiment invisibles pour le système. Ils sortent de la juridiction. Ils cessent d'être des batteries. Imaginez un monde où des millions de personnes réalisent soudainement ce jeu, où personne n'accepte d'être une personne physique, où les gens commencent à interagir directement les uns avec les autres, selon les lois de la conscience et du droit naturel, en contournant les intermédiaires que sont l'État et les banques. Dans un tel monde, toute la structure de contrôle s'effondrerait en poussière en un jour. Parce que sans notre énergie, sans notre peur et sans notre consentement, elle n'est rien. Juste une montagne de papier griffonné et des bâtiments vides aux colonnes. Nous sommes à la croisée des chemins. D'un côté, le camp de concentration numérique, où tout est sûr, stérile et prévisible, mais où vous n'êtes qu'un numéro d'inventaire. De l'autre côté, le vent froid de la liberté, le chaos de la vraie vie et le droit d'être un être humain. Regardez votre passeport encore une fois. Lisez votre nom, écrit en majuscules. Maintenant, vous savez ce que cela signifie. C'est le nom de votre corporation, de votre bouclier et de votre prison. Vous pouvez continuer à vivre dedans, polissant les barreaux, ou vous pouvez vous rappeler que la clé de la serrure a toujours été dans votre poche. Cette clé, c'est votre parole, votre volonté et votre connaissance. L'histoire de l'humanité n'est pas écrite par les vainqueurs. Elle est écrite par ceux qui établissent les règles du langage. Ils ont créé le piège verbal dans lequel nous sommes tombés. Mais n'importe quel piège peut être démonté si on connaît son mécanisme. Je vous ai montré les plans. Je vous ai montré les engrenages et les ressorts. Ce qu'il faut faire de cette connaissance ensuite, c'est à vous seul de décider.